Pour inciter les enfants à venir au Népal, nous leur avions vendu ça. Le Népal, pays des plus hautes montagnes du monde, des plus belles images du monde. Alors forcément, quand ils se sont rendus compte que le Népal c'était aussi ça, pourtant on leur avait dit que c'était aussi, mais le aussi, ils ne l'ont pas entendu. Ah là 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 là. La Bagmati mousseuse en aval de Katmandou. Catastrophe écologique. Alors oui, l'arrivée au Népal n'a pas été simple, et dragouner finalement n'est qu'un épiphénomène pour eux, maintenant complètement blasés. Ah oui, je m'en souviens. C'était vraiment, j'étais pas content d'être là. Parce que j'avais vu tous les fils électriques, toute la pollution, tous les bâtiments et tout ça, parce que Katmandou c'est quand même une ville moche. Et j'étais pas du tout content d'être là et je me demandais comment on allait faire pour vivre 3 ans. Puis après on n'était pas vraiment préparé parce qu'on n'a jamais vécu. Enfin, on n'a pas vécu souvent à la ville. Donc quand je suis arrivé à Katmandou, ce qui m'a surpris, ça a été les fils électriques. Je m'y attendais pas du tout. Les garçons ont eu du mal à l'arrivée à Katmandou. Entre l'anglais qu'il fallait apprendre rapidement pour intégrer l'école, les difficultés de la vie quotidienne, pas tout à fait étonnant qu'ils ne soient pas charmés par la vie culturelle katmandouite. Et ce ne sont pas forcément les Treks, même avec leurs amis, venus de loin, qui ont pu toujours les consoler.
よね。C'est tout crade. Toi t'es dégueulasse, tu vois. Je passe un mois encore. Mais le Népal, ce n'est pas seulement des activités avec des copains venus de France ou d'ailleurs. Ce sont aussi des cérémonies culturelles avec Rajiv qui se marie, le fils de notre voisin. Ou alors avec Catherine, la grande patronne de Glacier Safari Trek, une agence de voyage, qui doit faire une puja pour inaugurer ses nouveaux locaux. Foin de visite culturelle, le Népal, c'est surtout pour le travail de Patrick que nous sommes venus. Bon, on est arrivé au Népal en septembre 92 et pour travailler chez ICIMOD. ICIMOD, c'est un organisme international qui travaille sur le changement climatique et les impacts, donc au niveau des ressources en eau, au niveau des sociétés et notamment au niveau des glaciers. Et comme avec l'IRD depuis 2007, j'ai un programme de suivi des glaciers dans la région de l'Everest et que c'est en partenariat avec ICIMOD et des organismes locaux ici, j'ai eu l'opportunité de venir pendant 4 ans travailler directement avec les partenaires. Donc c'est pour ça qu'en septembre 92, on est venu s'installer en famille au Népal. 2012, ça serait peut-être mieux. Là, on va aller voir la station météo avec le Makalu derrière, la jolie pyramide marron. J'ai bien révisé avant de venir. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Regarde, c'est plus. Ouf, faut se cacher. Il a tout récupéré sur son ordi de terrain. Toutes les données qui ont été transmises par tous ces appareils, avec le vent, le rayonnement solaire, la température. Je sais pas trop quoi d'autre. Patrick travaille sur 2 glaciers, celui du Merapik et puis celui du Shangri-Nup qui est à proximité de la pyramide de l'Everest. La pyramide, un lieu de recherche italien en collaboration avec les Népalais. C'est un des GPS hyper précis là, pour les plaques tectoniques. Si tu as du vent, ça va te fausser le... Mais la nous ne sommes mesure. pas les seuls expatriés au Népal. La vie à Katmandou ne serait pas la même sans nos potes les Quenu. Mes parents, Béatrice et Jean-François, sont arrivés au Népal en septembre 2011 pour un mandat de 4 ans avec la coopération suisse au développement. Dès leur arrivée, le bureau sur place avait exigé une maison résistante au séisme. Un grand tremblement de terre avait lieu tous les 80 ans au Népal et le dernier avait eu lieu en 1934. 3 ans et demi passent, la terre reste relativement stable. On pense qu'ils y échapperont. Pas besoin de vous expliquer la suite. Pendant ces 3 premières années de leur séjour au Népal, ma sœur, mon frère et moi en avons profité pour leur rendre plusieurs fois visite et découvrir ce pays. Le Népal est bien sûr connu pour ses montagnes et sa culture, notamment religieuse, mais il a tellement plus à offrir que ces quelques images ne peuvent donner qu'un aperçu de sa richesse. Moins sportifs que la famille Vagnon, nous avons plutôt voyagé dans la région de Katmandou et des collines, qui sont entre 1500 et 3000 mètres d'altitude, tout est relatif. Nous avons aussi beaucoup voyagé dans le Terai, soit le sud du pays, proche de l'Inde tant géographiquement que culturellement. Plusieurs visites dans les parcs nationaux de Chitwan et Bardia nous ont permis de voir toute une série d'animaux plus ou moins dangereux et d'apprendre toutes les techniques de défense pour s'en protéger. Pour les rhinocéros, il faut courir en zigzagant dans la forêt, laisser tomber un pull ou une casquette avec notre odeur, grimper dans un arbre. Avec les éléphants, l'arbre est évidemment hors de question, il faut donc avoir de bonnes jambes. Les ours fuient si on se tient en groupe et qu'on leur jette des pierres. Et les tigres, il ne faut pas leur tourner le dos et basiquement, espérer ne pas en voir un de trop près. Pas d'informations concernant les crocodiles, mais il semble sage d'éviter de se baigner. Les différentes espèces de biches, de singes et d'oiseaux sont relativement inoffensives et on peut prendre le temps de les observer sans risque.
Nous avons également pu visiter les différents palais royaux, temples hindous et stupas bouddhistes dans la vallée de Katmandou. Le lieu de crémation pour les hindous au bord de la Bagmati, la rivière sacrée à Pashupatinath, Bhaktapur et Changunarayan, tous deux inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Nous avons pu assister aux sacrifices de chèvres et de poules à Dashankali et aux festivités pour le Nouvel An tibétain à Katmandou. La scène culturelle et religieuse nous a tenus bien occupés. Notre Didi, Tej, en charge du ménage, de la cuisine et des ressources humaines par rapport au reste du staff, nous envoie des cadeaux de Noël chaque année. Un de nos gardiens, Kul Bahadur, nous a envoyé, à ma sœur et moi, des sacs qu'il avait fait faire pour nous. Au fil des mois passés ici, nous avons appris à les connaître, eux, leurs familles et leurs conditions de vie. Nous étions tristes de les quitter, mais partir sera d'autant plus difficile dans le contexte actuel. 25 avril, premier tremblement de terre, 7,8 sur l'échelle de Richter à l'ouest de Katmandou. 12 mai, rebelote, 7,3 à l'est de Katmandou. Morts, blessés, bâtiments endommagés, les dégâts sont importants. Aujourd'hui, 20 mai, nous partons constater les dégâts dans le village de Kul Bahadur, notre gardien. अनि मेरो घर चाहिँ धेरै धेरै चर्केको मात्रै भयो धेरै धेरै चर्केको अनि एक साइडमा अलिकति फुटेको त्यो पुरानो थियो अनि त्यसबाट उ भयो. Notre Népalais de base nous a permis de comprendre que la maison de Kul Bahadur est récente. Il l'a construite il y a 2 ans. Malgré tout, elle a été abîmée par les 2 secousses et a besoin de réparation. Pourtant, c'est une des seules maisons du village à encore tenir debout. सकिने बित्तिकै अहिले भुइँचालो आएर यस्तो फेरि भएपछि समस्या. Passé les formalités d'usage, écharpe, fanta, balai, nous allons constater les dégâts. Je sais pas pour le reste de son village. Comment c'est pour le moment parce que यता आएछ जापानिज थियो अनि उहाँले गीत दिनुभएको. Donc là il a plein de riz qu'il a depuis pas longtemps. चाहिँ अनि बाहिर पहिला पकाउँथ्यो अहिले बाहिर अनि छिटो जाने आउने राख्ने बसेको ठाउँमा भाइ हजुर. Même si la structure de la maison n'a pas l'air d'avoir été endommagée, la famille de Kul Bahadur continue d'avoir très peur et préfère dormir dehors, comme tous les habitants du village. On ne s'affole pas, aller chercher l'eau à la source existait déjà avant le tremblement de terre et ça n'a pas changé. Ils ne savent pas quand ils pourront rentrer chez eux. Avec les répliques, ils ne pourront pas reconstruire leur maison avant la fin de la mousson et devront passer la saison des pluies sous leurs bâches. Patrick a un collègue, Dibas, originaire d'un village proche de l'épicentre du tremblement de terre du 25 avril dernier. Ce village, Borlang, a été durement touché, et notamment les familles de basse caste. 300 familles pauvres doivent être relogées dans des abris suffisamment solides pour résister à la mousson. Le projet de Dibas est de construire 300 abris en utilisant autant que possible les matériaux disponibles et récupérables sur place.
Dibas a beaucoup insisté pour que nous allions dans son village, dans ses villages plutôt, pour visiter, constater les dégâts et repérer déjà ce qui avait été fait. Et puis, vu tout ce que nous avions récolté, nous nous sommes sentis un peu obligés d'y aller avec lui. À l'arrivée, un programme de visite et de cérémonie nous attend. Chaque famille a le choix entre 10 000 roupies en liquide ou en chèque tiré sur la coopérative, soit environ 90 €, en tôle ondulée. Et elles peuvent panacher en fonction du matériel qu'elles peuvent récupérer dans leur maison détruite. Pour les cabanes en bois, elles doivent faire appel à un charpentier, car on ne dirait pas, mais c'est assez technique. Et le charpentier réclame un salaire mirobolant de 1000 roupies par jour, un peu plus de 9 €. Ce qui veut dire une longue préparation des enveloppes contenant pour chaque famille ce qui lui est dû. La calculatrice est de sortie, tout comme les liasses de billets. Qui dit cérémonie dit aussi discours. Il y aura celui de Chitra, le directeur de l'école et de la coopérative, celui de Dibas, le collègue de Patrick, et bien évidemment le plus attendu de tous, celui de Patrick en népalais. Tout de même tout drôle de voir ces familles pour qui cet argent représente beaucoup. De quoi reconstruire, de quoi se sentir soutenu, en plus donné par des étrangers dont ils ne voient habituellement jamais la trombine. Ce sera rebelote visite le soir et rebelote remise d'enveloppe le lendemain à la coopérative, au cœur du village. On me remettra d'ailleurs de très jolis reçus comme preuve de la bonne réception de vos sous-sous. Au total, compte tenu de ce que vous avez déjà donné, Dibas et la coopérative vont pouvoir aider les 300 familles prévues au départ. Pour ceux qui n'ont pas encore donné, pas d'inquiétude, Dibas a un nouveau projet qu'il a déjà commencé. Construire des salles de classe temporaires. Déjà 11 la semaine dernière dans son village, 6 dans le village d'à côté, en employant des volontaires de l'université de Tribhuvan, mais aussi en comptant sur l'aide des villageois. Son dernier projet vous concerne tous, son envie, inviter tous les généreux donateurs à venir trekker autour de son village, dans cette magnifique région. Bon, alors, je m'appelle Catherine Joriot et je suis arrivée au Népal il y a 29 ans environ. La première fois, j'étais venue en vacances avec une école d'escalade, en fait, quand j'avais 17 ans. Et ensuite, j'ai décidé de venir ici avec une association. Au bout de 6 mois, comme on n'avait plus d'argent, on a décidé de monter une agence de trek à cheval. Donc on a chacune emprunté 10 000 francs à l'époque. Et on est allé dans le Mustang chercher des chevaux.
et on a commencé à organiser des trekking à cheval. Ensuite, comme la vallée s'est tellement développée, à cheval c'était plus tellement intéressant par ici, il y avait trop de routes, en trek aussi. Donc on s'est tourné vers les treks de montagne. Et voilà, et donc depuis je travaille, je dirige l'agence avec un associé népalais à Katmandou. Donc on organise des treks dans tout Népal et des expéditions. Avec l'association Samdo Avenir. Samdo se trouve ici, juste avant l'Arkapas, qui est à 5000 mètres. Donc les trekkers font le trek normalement en montant comme ça. C'est le dernier village avant le l'Arkapas, puis on redescend côté Annapurna. Donc au début, on a commencé à soutenir les femmes du village. On a monté un peu un atelier de tissage. En fait, elles faisaient déjà du tissage. Le revenu, ce qu'on gagnait avec la vente, était pour les femmes de Samdo. Donc c'est elles après qui décident, le groupe de femmes qui décide de l'emploi de cet argent. C'est pas nous qui avons un regard là-dessus. On a construit l'école grâce à des dons de membres de Samdo Avenir. Et donc on a fait une petite école, c'est seulement jusqu'à la classe 3, c'est le primaire, le début du primaire. Donc c'était les soins médicaux et l'école, parce que l'école c'était une espèce de cabane écroulée qui existait, c'est une école gouvernementale qui existe depuis 30 ans. Mais il n'y avait absolument aucun professeur qui venait là et en plus elle était complètement écroulée, c'était une sorte de grange. Bon, enfin l'école, il n'y a pas beaucoup d'élèves, il y a une vingtaine d'élèves. De toute façon, le village, il y a 33 maisons, environ 30 familles. Donc c'est pas un gros village. Toute la région, le bas de la Noubri, la Tsoum et tout le début du trek du Manaslu ont été vraiment très touchés par le premier séisme. Donc on a décidé qu'on allait chercher des fonds pour les villages du bas de la Noubri. Notre priorité, ça sera les femmes avec enfants qui n'ont plus de maison et qui ont perdu leur mari, et les personnes âgées. Et ensuite, moi en tant qu'agence de trek, il fallait aussi aider nos équipes et nos porteurs, leurs familles et tout le monde. Donc la majorité de nos guides avaient leur maison soit complètement endommagée, soit très abîmée au village. C'est dans les régions de Cabré, Sindouli, Okaldunga, Solu, Dolaka. Donc on a décidé de faire l'urgence, c'est-à-dire les tôles, les choses comme ça qu'on pouvait faire, et le reste du budget de garder pour la reconstruction. Et ça serait après la mousson. Les villages qui sont concernés, les villages Tamang, ce sont des villages qui sont au pied du Mahabharat, mais qui sont sur une partie de la chaîne du Mahabharat, où ça risque de bouger encore. Ouais, et parle un petit peu, tu sais, de ce que tu fais avec Niraj, enfin ce que tu as fait. Et ben là c'était dans un village qui s'appelle Gundu, qui est près de Bhaktapur. Je suis parti avec justement Niraj et Krabi, qui sont deux copains grimpeurs, et nous avons construit des abris en bambou où les habitants après vont rajouter de la terre, enfin de la boue par-dessus pour faire des murs, et comme ça ils vont pouvoir tenir la mousson. Parce que c'est vraiment maintenant le problème, c'est avec toutes les personnes qui sont dans les tentes et qui peuvent pas rentrer dans leur maison, et bien pour eux ça va être difficile de passer la mousson.
où il y aura beaucoup d'eau et que ça sera boueux. Donc leur but c'est vraiment de faire un abri qui tienne la mousson. Donc c'est plutôt basique, hein, c'est juste des murs en bambou avec un toit en tôle. Mais si on rajoute, enfin les habitants rajoutent de la terre par-dessus, de la boue, et bien ça pourra devenir très bien et pourront, je pense, assez facilement y vivre la période de la mousson. Et puis c'est assez grand. C'est pas extrêmement grand, mais disons que pour passer les nuits et même cuisiner, c'est assez grand pour ça. J'ai fait que 4 jours, mais c'était quand même assez dur. Surtout maintenant parce qu'il fait très chaud. Et c'était justement... ils savent, maintenant ils ont réussi à avoir la connaissance et ils savent comment faire, comment procéder. Non, je trouvais ça bien. Puis moi j'ai bien aimé participer parce que j'étais avec des amis, donc c'était bien sympa. Et puis c'est important d'aider quand même. Parce que pour nous on l'a relativement bien vécu, on n'a rien qui est cassé, on a toujours notre maison, mais pour d'autres au Népal ils n'ont plus leur maison, ils n'ont plus rien. Donc, je me sentais un peu égoïste de rester chez moi, profiter juste de mes vacances comme ça et de pas être au moins m'être mobilisé un peu pour aider. Là je rentre juste ce matin du Langtang, la vallée du Langtang. Donc suite au tremblement de terre il y a eu énormément de dégâts et on est parti pendant 4 jours pour faire une reconnaissance de tous les dégâts qu'il y a eu sur ces stations météo, sur les stations hydrologiques et sur les instruments sur le glacier. C'est une vallée que j'aime bien parce que l'année dernière j'ai passé 2 fois un mois. Le premier mois c'était pour y travailler avec les collègues d'ICIMOD et puis les collègues suisses. Et le deuxième mois c'était en famille et aussi pour aller grimper. Et puis là je suis retourné justement avec Gyolbu qui est un habitant du Langtang chez qui on a logé dans le village de Kenjing. Il y a eu une avalanche qui a été donc déclenchée par le tremblement de terre, qui s'est déclenché à peu près à 6800 mètres d'altitude sur la crête entre le Langtang Lirung et puis le sommet qui domine le village de Langtang. Donc cette avalanche est descendue sur un replat qui est juste au-dessus du village, qui fait à peu près 1500 mètres de long. Elle a pris de la vitesse, elle a arraché énormément de débris, il y avait plein de dépôts, de blocs et tout qui avaient été déposés par des anciens glaciers ou par des chutes de pierre. Et puis tout ça a pris de la vitesse, c'est venu ensevelir complètement le village de Langtang qui est maintenant sous une 10 à 50 mètres de débris. C'est assez remuant de retourner dans des coins comme ça qui ont complètement été endommagés. Tu sais qu'il y a eu, au total, il y a eu 175 victimes dans la vallée sur 600 habitants. Donc ils ont tous perdu des gens proches. Gyolbu il a perdu ses parents, il a perdu ses sœurs, son frère. Et puis Journée qui était avec nous, il a perdu sa femme, sa fille, il lui reste 2 enfants. Et à un moment, moi je suis remonté en direction du glacier du Yala. Donc ça faisait une longue montée de 1500 mètres au-dessus de Kenjing. Et dans la montée, Journée a commencé à discuter. J'ai vraiment eu l'impression qu'il voulait expliquer des choses. Ça sortait quoi. C'est difficile de se retrouver avec des gens qui ont tout perdu. Nous on était là, moi j'ai rien perdu du tout. Dans ce tremblement de terre c'est toujours traumatisant pour la famille, c'est traumatisant pour tout ce que tu vis, pour aussi toute l'émotion, tout l'amour que tu donnes à ce pays. Mais c'est incomparable par rapport à ce que ces gens-là ont perdu. On a embauché exprès des gens de la vallée pour venir avec nous. On les a embauchés comme porteurs, ils avaient des lodges, ils avaient monté et grimpé un petit peu dans la société. Gyolbu il a commencé comme porteur, ensuite il a mis de l'argent de côté, il a construit son lodge. Ça fait 1 an qu'il avait son lodge qui était fini. Et puis d'un coup, pof, son lodge est détruit. Donc ils ont quelque part tout perdu et puis ils recommencent à vivre, ils recommencent à reprendre le dessus en bossant quoi. Normalement, tu te demandes si à leur place ça serait possible. Bah eux ils n'ont pas le choix de toute façon. Donc, Et le dernier jour il y avait des gens, parce que progressivement il y a des gens de la vallée qui remontent. Donc il y avait à nouveau de la vie dans ce village, alors qu'on est arrivé 4 jours plus tôt, il n'y avait personne, il n'y avait que nous quoi.
Les gens sont venus discuter. Dans la cuisine de Gyeolbu qui a été épargnée, il y avait plein de monde. Finalement, on est parti avec une note bien plus optimiste que ce qu'on avait vécu au début, quoi. Au début, c'est vraiment triste. Lors de son séjour dans le Langtang, Patrick a appris qu'une puja aurait lieu à Soyambunat, l'endroit où tous les habitants de la vallée sont réfugiés depuis plus d'1 mois. C'est le 49e jour et il faut célébrer les morts. Toutes les personnalités du Népal et d'ailleurs sont venues visiter leur camp provisoire, dont l'ancien Premier ministre maoïste. Et le message de cette journée, c'est que les habitants du Langtang vous attendent, vous les touristes, le plus vite possible. Okay, namaste all French people. We are survival of Langtang. If you could help, please help with my friend. We really need. Now it will stop. Land will stop shaking, and it will safe to be travel back again. And we like to welcome back again to you. And we like to say bonjour. Est-ce qu'il peut y avoir encore des touristes au Népal? Ou est-ce qu'il peut encore y avoir des touristes dans les zones impactées par le tremblement de terre? Donc des touristes au Népal, oui bien sûr. Il y a plusieurs formes de tourisme au Népal. Il y a le tourisme qui est le plus connu, le plus symbolique ici. C'est les treks, les grands treks dans les grandes montagnes ici. Il y a des zones qui ont été vraiment impactées, comme le Langtang, comme les Ganesh, où là, forcément, il va falloir attendre un petit peu, parce que les sentiers sont pas encore sûrs, ils sont même, pour la plupart, par exemple, pour le Langtang, il y a plein de parties du sentier qui ont été complètement balayées par les glissements de terrain. Donc il faut retracer complètement des sentiers. Donc là, ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs mois, voire une année, quoi. Par contre, il y a des zones qui n'ont pas du tout été touchées. La zone du Dhaulagiri, la zone est du Népal vers le Kanchenjunga, la zone ouest du Dhaulagiri. Bon, c'est des zones qui sont difficiles d'accès, qui sont moins fréquentées que les endroits comme l'Everest, comme le Manaslu, les Annapurna ou le Langtang. Donc, mais c'est des zones où on peut aller et il n'y a vraiment aucun changement. Ça n'a pas du tout été touché par le tremblement de terre. Les zones comme le Khumbu, donc les régions de l'Everest, les Annapurna, ça a été touché par le tremblement de terre, mais finalement, rapidement, ça va être accessible. Le Khumbu, il est déjà accessible. Les Annapurna aussi. Il y a des glissements de terrain en cours qui sont actifs, qui sont suivis. Donc, comment ils vont évoluer, on ne le sait encore pas vraiment, parce qu'il y a la mousson qui vient, et c'est une grave question ici. C'est-à-dire qu'avec le tremblement de terre, il y a des grandes zones qui ont été fragilisées, qui vont être soumises à des glissements de terrain. Plus que d'habitude. Il y en a toujours au Népal, il y en aura toujours. Tremblement de terre ou pas tremblement de terre. Mais là, c'est fragilisé, il y en aura plus, c'est certain. Donc du coup, il y a des zones qui peut-être au dernier moment vont être fermées parce que il y a pas un tremblement de terre, mais il y a un glissement de terrain important qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Donc il va falloir se tenir informé pour les touristes pour savoir si tel trek est accessible ou pas, parce qu'en l'état, quoi. Mais oui, il y a plein de régions qui sont accessibles pour les treks, et puis il y a d'autres formes de tourisme comme du vélo ici, comme observer les animaux sauvages dans le terrail. Le terrail n'a pas du tout été touché, il y a des grandes réserves d'animaux qui sont magnifiques. Il y a du raft, il y a du kayak, il y a les visites culturelles. Déjà c'était quand même pas le fort du Népal, mais mais bon. Ça c'est pas vrai. C'est pas vrai? Ah non, c'est pas vrai. Les visites culturelles? Eh ben tous les temples, hein. Oui, oui. C'était tous les sites classés à l'UNESCO et ça t'intéressait pas beaucoup. Ah, ça m'intéresse pas tant que ça, même c'est quand même pas au niveau du Taj Mahal ou des grands sites du almost rainy. It was almost rainy because of the notain, and then they feel very scared and then very worried about that.
and some Nepali person ask to that is a foreigner, and foreigner mostly help, and then some not that is and then some is they manage they use the very weakness. It's very old tent. Yeah, like Patrick's. Like no, Patrick tent is very nice. Yeah, not old. Very good quality. All one. Yeah.